Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis, le troisième consacré à l'Italie médiévale. Les historiens divisent habituellement cette longue période qui est le Moyen-Âge en trois sous-périodes, simplement appelées Haut Moyen-Âge pour la période qui suit directement la fin de l'Antiquité, Moyen-Âge central pour les 2 ou 3 siècles qui suivent l'an 1000, et Bas Moyen-Âge pour la dernière période, celle qui précède la période moderne dont on fixe par convention le passage à l'an 1492, date de l'expédition de Christophe Colomb dans les Antilles. Dans le premier épisode de cette série, j'avais dit que celle-ci serait découpée en 3 épisodes. J'ai finalement décidé de couper le dernier épisode en 2 épisodes distincts, tant il y a à raconter sur les 2 derniers siècles de l'Italie médiévale. En fait, les 3 épisodes de cette série d'Historiapolis que j'avais initialement décidé de faire correspondaient à peu près, pas complètement mais à peu près, à ces 3 périodes du Moyen-Âge que je viens d'évoquer. Le premier épisode, celui sur l'Italie féodale, ayant raconté la longue période de chaos, de transition et de reconstruction de la péninsule après la chute de Rome. Et le deuxième épisode ayant évoqué la période centrale, avec l'essor des communes et des premières puissances urbaines. Ces 2 derniers épisodes sont donc consacrés au bas Moyen-Âge en Italie, c'est-à-dire les XIVe et XVe siècles. Mais peut-on seulement parler de Moyen-Âge pour cette période sur la péninsule ? Peut-on encore considérer cette période comme médiévale, tandis que l'Italie se situe alors dans un rapport au monde bien différent et, on doit bien le reconnaître, beaucoup plus avancé que le reste du continent européen. C'est en effet aujourd'hui largement admis, la Renaissance, en Italie, commence bien plus tôt que dans le reste de l'Europe, et bien avant la date fatidique de 1492. Politiquement, militairement, artistiquement, la péninsule et en particulier les cités du Nord constitue bien le foyer, le cœur nucléaire de la civilisation à cette époque. C'est à ce titre que l'on peut bien affirmer que l'Italie, foyer des arts et de la culture, de la technique et de la pensée humaniste, est au XIVe et XVe siècle déjà profondément ancrée dans la Renaissance. Mais pour que la péninsule puisse acquérir cette avance, puisse devenir le nid privilégié de cette avant-garde, il a bien fallu que le contexte le permette, que soient réunies les conditions favorables à l'essor de cités à la fois prospères, concurrentes et ouvertes sur le monde. Nous allons donc dans un premier temps nous pencher sur l'essor de ce qu'on appelle les seigneuries au XIVe siècle et à la même période des premiers états territoriaux vastes, dépassant le cadre des communes évoqué dans le précédent épisode. On l'a donc vu précédemment, la mort de Frédéric II en 1250 signe le début du déclin du Saint-Empire en Italie. De cette date à 1273 prend place ce que l'on appelle le Grand Interrègne, c'est-à-dire une période où il n'y a pas d'empereur. Le monde germanique est livré à l'anarchie. Ce vide laissé, c'est la France qui va en profiter en Italie. En 1262, le pape Urbain IV, un Français, bien décidé à chasser les impériaux d'Italie méridionale, fait appel à Louis IX ou Saint-Louis. Celui-ci envoie donc son frère, Charles d'Anjou, conquérir la Sicile et Naples pour les mettre sous orbite guelfo-française, ce qu'il parvient à faire en quelques années, inaugurant la période de la dynastie angevine. Désormais en position très défavorable, le camp gibelin gagne cependant l'image de défenseur de la cause italienne, mais perd en puissance militaire et politique, lui qui avait longtemps été perçu comme le camp de l'étranger. Le camp guelfe, de son côté, passe désormais pour le camp des ambitions et de la mainmise française. Mais les Français, aux méthodes autoritaires et monopolisant les postes de pouvoir, sont mal acceptés sur leur nouveau territoire, notamment en Sicile. En 1282, une grande révolte populaire aboutit au massacre de milliers de Français et prend le nom de Vêpres sicilienne. Il est difficile de savoir si cette révolte fut spontanée ou organisée en sous-main par des puissances étrangères, mais toujours est-il qu'elle joua un grand rôle dans l'imaginaire national italien constitué dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est que la France n'est pas le seul royaume à avoir des vues sur cette partie de la Méditerranée. La couronne d'Aragon, qui contient entre autres la Catalogne et la puissante ville de Barcelone, a au moins 3 raisons de s'intéresser à la Sicile. D'une part, l'expansionnisme maritime barcelonais, qui se fait de plus en plus prégnant. D'autre part, son roi, Pierre III, qui est marié à une descendante Hohenstaufen. Enfin, de nombreux réfugiés des élites siciliennes,
chassés par l'invasion française, ont trouvé abri à la cour d'Aragon et poussent à l'intervention. La guerre entre Angevins et Aragonais, qui durera jusqu'à la paix de Caltabellotte en 1302, va voir les Espagnols prendre rapidement le contrôle de la Sicile avec un large soutien de la population locale. Mais les deux camps vont peu à peu s'essouffler, et lorsque le traité est signé, le statu quo est maintenu. L'Aragon garde la Sicile et son souverain s'en fait nommer roi, et les Angevins gardent le sud de la péninsule. Bien qu'ils conservent aussi le titre de roi de Sicile, ils ne sont plus souverains que de ce qu'on appellera de facto le royaume de Naples. Entre 1300 et 1330, l'ascendant total de la France comme puissance extérieure va rebattre les cartes. En septembre 1303, à Anagni, le pape est agressé par des diplomates français. En 1309, signe de la soumission totale de la papauté, celle-ci est transférée en Avignon, possession des Angevins de Naples. Ce déplacement durera jusqu'en 1378 et le schisme d'Occident, puis jusqu'en 1418 avec la fin des papes d'Avignon. Le Saint-Empire va bien tenter de restaurer sa puissance et de soutenir la cause gibelline, notamment par l'intermédiaire d'Henri VII de Luxembourg, premier à porter le titre d'empereur depuis la mort de Frédéric II en 1250, puis par celui de son successeur Louis IV, mais ce sera en grande partie un échec. Parallèlement, le camp guelfe se scinde en deux, notamment à Florence. Les guelfes noirs, partisans inconditionnels du pape liés aux grandes familles aristocratiques florentines, et les guelfes blancs, dont fait partie Dante, plus populaires et soutenant moins résolument le souverain pontife à la recherche d'une voie intermédiaire entre empire et sacerdoce, ayant conscience que le Saint-Siège était alors presque devenu un jouet du royaume de France. C'est sous le règne de Robert Ier, dit le sage, homme lettré typique du premier humanisme, que le royaume angevin de Naples atteint son apogée. Un peu à l'instar de la Palerme de Frédéric II, Naples acquiert dans la première moitié du XIVe siècle un prestige indéniable, au niveau politique mais aussi artistique et culturel. Bocca y vit, Pétrarque et Giotto y séjournent. Mais la fin du siècle, après la mort de Robert le Sage, est une longue déliquescence pour le royaume de Naples qui s'enfonce dans les querelles dynastiques, les assassinats politiques et le brigandage. Il en va de même en Sicile aragonaise où l'île, devant perpétuellement consacrer des moyens considérables à sa défense contre les Angevins, connaît un déclin économique irrémédiable associé à une saignée démographique qui touche les villes, laissant aux arrière-pays un ascendant qui deviendra de plus en plus prégnant. L'apogée de l'Italie des communes au nord avait donné lieu au long du XIIe siècle à une multiplication des factions sur la base d'oppositions diverses. Économique et sociale avec l'aristocratie contre les basses couches, même si des alliances étaient parfois possibles, politico-religieuse avec les gibelins contre les guelfes, puis entre guelfes blancs et guelfes noirs, et de loyauté familiale ou de vassalité. Au XIVe siècle, un besoin d'ordre s'impose, qui avait déjà commencé au XIIIe avec l'installation au pouvoir de podestats, capitaines du peuple et autres consuls élus pour un an. Cette demande d'ordre se concrétise par le déclin des communes et la croissance des seigneuries familiales qui vont imposer leur domination sur un certain nombre de villes du nord d'abord, puis progressivement sur la région qui les entoure, ce qui marque le début de la formation territoriale de l'Italie pré-unitaire en États régionaux dominés par les familles Visconti à Milan, les Della Scala à Vérone, les Este à Ferrare, etc. Ce phénomène est particulièrement prégnant dans les zones qui vont du Piémont à l'Italie du Nord-Est, c'est-à-dire la plaine du Pô stricto sensu, intégrant l'Émilie et la Vénétie sauf Venise. Au contraire, en Toscane, en Romagne, en Ligurie ou à Venise, les villes conserveront généralement leur identité communale et républicaine plus longtemps, même si ce phénomène de concentration du pouvoir entre les mains de certaines familles les caractérisera aussi. Au début des années 1300, l'Italie est peuplée d'environ 11 à 12 millions d'habitants. Milan, Venise et Florence dépassent les 100 000 habitants, Gênes et Bologne atteignent 50 000, Vérone, Padoue, Naples et Rome environ 30 à 40 000. À la même période, ce que l'on appelle l'optimum climatique médiéval, c'est-à-dire la période la plus chaude et favorable du Moyen-Âge au niveau du climat, est clairement sur la fin. Les récoltes sont souvent moins bonnes et les techniques agricoles, restées plutôt rudimentaires, ne permettent plus de nourrir l'ensemble de la population. Les famines se multiplient.
Quand la peste arrive d'Asie en 1347, les masses de population sous-alimentées dans la péninsule constituent un terreau de mort parfait. Ainsi, en 100 ans, la population de l'Italie va passer de 12 millions à 8 millions d'habitants vers 1450. Toutes les villes, à l'exception de Milan, sont décimées, Florence en particulier, elle qui avait été l'une des plus riches et prospères cités du monde avant l'arrivée de la peste. Les commerçants italiens étaient en effet les plus puissants de Méditerranée. Si les invasions mongoles ont mis dès le XIIIe siècle le commerce vénitien ou génois en mer Noire à rude épreuve, les deux cités se partagent la domination de Constantinople à un niveau que l'historien Fernand Braudel qualifiait de comparable à la domination de Shanghai par les Européens au XIXe siècle. Les Italiens ont pu atteindre ce niveau d'efficacité commerciale et financière grâce à de nouvelles techniques de gestion administrative et entrepreneuriale dont ils se sont rendus maîtres. Lettres de change, comptabilité en partie double, services postaux, succursales qui seront bientôt transformées en filiales semi-indépendantes après les grandes faillites de 1302 de la compagnie commerciale des Bonnes Signories de Sienne et surtout celle des Peruzzi de Florence en 1343, pénalisées par la solidarité de dette qui les liait à leurs succursales internationales. Durant la guerre de Cent Ans qui fait rage en France, les foires de Champagne déclinent, mais cela permet l'essor de nouvelles villes plus à l'est comme Lyon, Genève, Bâle, ou les villes d'Allemagne du Sud de débouchés transalpins immédiats pour les marchands italiens. Sur le plan bancaire, les plus réputés sont les Lombards, qui acquièrent progressivement une image très négative, un peu comme celle des Juifs, d'usuriers. Enfin, sur le plan manufacturier, l'Italie n'est pas aussi dominante, mais elle se démarque tout de même dans les tissus avec Florence et la draperie, mais aussi Lucques et la soie. La deuxième moitié du XIVe siècle sera donc marquée dans toute l'Europe occidentale, en France, en Angleterre et en Italie notamment, par de fortes tensions sociales et soulèvements du peuple, que ce soit dans les villes avec des révoltes aux forts accents corporatistes, ou dans les campagnes avec le règne des bandes et du pillage. Les exemples sont légion. En France, avec, en plus du contexte de la Grande Guerre de Cent Ans et de la peste, la révolte parisienne, dirigée par Étienne Marcel en 1358, la Grande Jacquerie des paysans du Nord en Picardie, Champagne, Artois et Normandie la même année, dirigée par Jacques Bonhomme, les Tarvenus dans la région lyonnaise, mais aussi en Angleterre avec la révolte des paysans de Wat Tyler en 1381. En Italie, les campagnes ne sont pas épargnées, notamment dans le Piémont où le Tucinaggio, entre 1386 et 1390, est une révolte des paysans d'Ivray et de Versailles contre les fiefs locaux. Mais les affrontements sont plus souvent urbains et associés à des revendications politiques favorables à la mise en place de démocratie communale. C'est le cas à Rome en 1347 avec la révolte dirigée par Coladiri Enzo, à Florence 2 ans auparavant, à Pérouse et à Sienne au début des années 1370, mais surtout de nouveau à Florence en 1378 avec la révolte des Ciompi, du nom utilisé pour qualifier les travailleurs les plus pauvres de l'industrie textile. Le point commun entre toutes ces révoltes, c'est qu'elles finissent écrasées et leurs commandants bien souvent exécutés. Ainsi donc, deux modèles s'opposent dans l'Italie du XIVe siècle. Les cités-États, demeurées oligarchiques, et les États territoriaux où des dynasties seigneuriales ont pris le pouvoir sur un espace vaste. C'est clairement le cas de Milan. Cette ville a rapidement été dominée par des hommes forts, nobles, militaires, car elle était en première ligne dans les opérations impériales venant du monde germanique. Elle devait souvent confier son pouvoir à un seul. C'est ainsi à partir de 1277 que les Visconti, jusqu'à la moitié du XVe siècle, vont régner sans partage sur la ville et porter Milan au faîte de sa puissance. En 1402, date de l'apogée du duché de Milan et de la mort de son plus grand duc, Gian Galeazzo Visconti, sa superficie inclut presque l'intégralité de la région de Lombardie actuelle, plus Alexandrie, Asti, Verceil et Novare à l'ouest, Vérone et Padoue à l'est, et au sud Plaisance, Parme, Reggio et Bologne, mais aussi en Toscane, Lucques, Sienne, Pérouse et Assise, laissant à Florence, Modène, Cesena, Forlì et Venise la portion congrue. Grand conquérant, Jean Galéas est aussi un constructeur. C'est lui qui est à l'origine de l'édification du Duomo de Milan. Rêvant de contrôler toute l'Italie du Nord et centrale, il s'apprêtait peut-être à se faire couronner roi d'Italie,
lorsqu'il meurt de la peste en 1402. Venise, de son côté, est le seul exemple de république maritime à avoir conservé un gouvernement officiellement démocratique, bien que son fonctionnement soit en réalité profondément oligarchique, tout en ayant un territoire dépassant les limites de la ville. L'organisation politique repose autour de quelques familles aristocratiques fonctionnant en cercle fermé, avec un doge aux attributs très prestigieux, mais sans pouvoir effectif. Pour tout dire, les composantes artisanales et corporations bourgeoises ne sont pas assez puissantes pour former une réelle faction politique comme c'est le cas à Milan avec la Motta. Dès 1297, le Grand Conseil de la Sérénissime exclut les familles non nobles de sa composition. La famille Dandolo se fait la représentante de cette tendance, tandis que les Tiepolo sont partisans d'une conception plus libérale de la représentation. En concurrence dès le XIIIe siècle, Venise et Gênes entrent véritablement en conflit ouvert, qui va dégénérer en guerre à partir du milieu du XIVe siècle et surtout des années 1370. Initialement, les Vénitiens sont opposés aux Visconti milanais, qui dominent Gênes. Mais après la prise d'indépendance génoise, les choses dégénèrent et Milan se rapproche de Venise. Cela débouche sur la guerre de Chioggia, entre 1378 et 1381, qu'aucune des deux cités ne gagne malgré la victoire des Vénitiens à Chioggia précisément, réussissant à empêcher les Génois de s'installer durablement sur la lagune. Par la suite, la défense vénitienne sur les terres va même se transformer en impérialisme, conquérant Padoue, Trévise et Vérone et s'assurant par là tant l'accès aux routes des Alpes qu'un arrière-pays vaste et très productif. Gênes a connu une histoire beaucoup plus chaotique. Contrairement à Venise, elle ne parvient jamais à s'assurer la domination d'un arrière-pays très montagneux et peu productif. En interne, les grandes familles génoises, les Doria, les Grimaldi, les Fieschi ou les Spinola, devaient passer leur XIIIe et XIVe siècle à s'entre-déchirer violemment, au point à partir du début du XVe siècle d'avoir recours à des podestats français puis milanais. Pise ne réussit jamais non plus à construire un État viable. Livrée progressivement au chaos, elle devait finir envahie par Florence, offrant à la cité du Lys un débouché maritime qu'elle espérait depuis longtemps. Florence, justement, a conservé longtemps comme Venise son modèle de cité oligarchique. Mais contrairement à la Sérénissime, son gouvernement contient une plus grande composante populaire, ou en tout cas non noble. La signoria florentine, qui n'est donc pas une seigneurie contrairement à ce que son nom indique, organe de gouvernement de la ville, est en effet composée d'une oligarchie issue de la bourgeoisie marchande qui nomme ses propres prieurs et gonfaloniers, c'est-à-dire des hauts magistrats. Si Florence et Venise ont pour point commun un impérialisme régional qui va se mettre en place tardivement à partir du milieu du XIVe siècle, Venise est cependant une cité maritime qui cherche par son impérialisme à s'offrir un arrière-pays productif, tandis que Florence est une cité de l'intérieur qui cherche, par ses conquêtes, à trouver un débouché maritime. En 1406, par la soumission de Pise et de son port, Porto Pisano, puis vers 1420 par l'achat de Livourne aux Génois, le port de Pise étant difficilement exploitable, c'est désormais chose faite. L'empire régional toscan, au début du XVe siècle, s'étend sur une superficie à peu près équivalente au nord de la Toscane actuelle, à l'exception notoire de Sienne et Lucques. Jusqu'en 1469, les cités intégrées à la République florentine, dont Prato, Pistoia, Volterra, San Gimignano et Arezzo, conservent néanmoins une forte autonomie. Allons maintenant du côté des États pontificaux. Ce qui les caractérise au XIVe siècle, c'est l'anarchie qui y règne. Le vaste territoire et le caractère insoumis des villes qui le composent, ainsi que l'incompétence et la tyrannie des administrateurs n'aident pas à clarifier la situation. Pendant presque tout le siècle, le pape est d'ailleurs en Avignon, signe de l'influence de la France, mais aussi parce que Rome est alors un véritable coupe-gorge livré aux bandes et aux luttes de factions, notamment entre les Orsini et les Colonna, et que la sécurité du pape n'y est pas assurée. J'ai déjà évoqué précédemment la figure de Cola di Rienzo, prédicateur en révolte contre la noblesse locale, qui mène un soulèvement populaire en 1347, inspiré des événements de la Rome antique, initialement avec le soutien du pape depuis Avignon, puis lâché une fois que Rienzo se mute en tyran, au point de perdre une grande partie de son soutien populaire. En 1378 s'ouvre l'ère du schisme.
Le pape revient à Rome, mais son autorité demeure très contestée. Face à l'impérialisme milanais qui s'approche de Rome, c'est finalement auprès de Naples que la papauté trouvera un appui qui ressemblera davantage à une mise sous tutelle qu'à un soutien sincère. Les principautés piémontaises, de leur côté, ont une lignée qui remonte plus loin que celle constituée à l'intérieur des villes padanes ou d'Italie centrale. Elles sont directement liées aux familles vassales de l'empereur qui avaient obtenu le titre de marquis de Salus ou encore du Montferrat. Mais ce sont les comtes, plus tard devenus ducs de Savoie, qui parviennent à donner une véritable unité territoriale à cette région, cela grâce à la présence des deux côtés des versants alpins, de la ville de Gex, aujourd'hui française, jusqu'au Val de Suse, proche de Turin. Déjà avantagés par cette situation géographique favorable, c'est notamment par une diplomatie habile, alternant entre guelfes et gibelins, que les comtes de Savoie, dès le XIIIe siècle, réussissent à agrandir leurs possessions. Sous le règne d'Amédée VI, cette expansion s'accélère, permettant aux comtés qui possèdent déjà Turin, Pinerolo, Asti et montent au nord jusqu'aux rives du lac Léman, d'atteindre les monts Ligures et, avec Amédée VII, d'obtenir un débouché maritime avec Nice vers 1390. En 1416, l'empereur germanique confère au comte le titre de duc, signe de l'indéniable montée en puissance de cet espace. Nous en arrivons donc naturellement au dernier siècle du Moyen-Âge. Le XVe siècle italien est véritablement divisé en deux. La première partie du siècle, qui est en fait une prolongation du XIVe siècle, marquée par les guerres, les vagues de peste et les famines, et la deuxième partie, véritablement euphorique, symbolisée dans toute l'Europe occidentale par l'invention de l'imprimerie, le perfectionnement des armes à feu, notamment les premiers canons, dont la bombarde, les voyages de Christophe Colomb, et la fin de la Reconquista en Espagne. En 1453, Constantinople est conquise par les Ottomans, ce qui met les puissances navales italiennes face à un nouveau danger majeur. Signée un an plus tard, la paix de Lodi en 1454 marque la fin des hostilités entre Venise et Milan et le début d'une période de paix de 40 ans, voire de rapprochement global entre les États italiens dans le cadre de la montée du péril ottoman. Cela durera jusqu'au début des guerres d'Italie en 1494. Du côté du sud, la dernière reine angevine incontestée de Naples fut Jeanne II. N'ayant pas de descendants, elle choisit d'abord le roi d'Aragon Alphonse V comme successeur, refusant la proposition forcée du pape de choisir son successeur chez les Angevins. Mais elle finit par se rétracter et choisit finalement Louis III d'Anjou comme roi titulaire en 1423. À sa mort en 1435, un an après Louis, Jeanne II laisse donc un royaume en guerre entre Angevins, représenté par René, petit frère de Louis, et Alphonse d'Aragon. Ce dernier finit par s'imposer en 1442 et se fait nommer roi des deux Siciles en tant que Alphonse Ier, régnant sur l'Italie méridionale péninsulaire et sur la Sicile. Le nom de Sicile apparaît pour la première fois, même si cette réunion politique sera en réalité éphémère. Ce qu'il est important de retenir est surtout l'éviction des Angevins d'Italie du Sud. Finissons notre tour d'Italie à Milan. Si Jean Galeas Visconti, mort en 1402, avait partagé ses vastes territoires entre ses trois fils, les comtes de Thiéry et barons locaux ont tôt fait d'ignorer ses dernières volontés et profitent de la régence due à la minorité des fils pour se disputer le pouvoir sur les cendres du duc de Milan. Pendant une dizaine d'années, le chaos va régner dans le Milanais et voir la puissance du duché s'effondrer. Mais en 1412, le fils cadet de Jean Galeas, Philippe-Marie Visconti, devient duc de Milan et rétablit peu à peu l'équilibre interne. Si Milan a perdu de nombreux territoires, elle conserve néanmoins son assise lombarde. Par la suite, le conflit entre Milan fragilisé et Venise, puissance ascendante sur terre en Italie du Nord-Est, va monter en intensité dans ce que l'on appellera les guerres de Lombardie, entre 1423 et 1454. Dans un premier temps, Venise, alliée avec Florence, réussit à faire plier Milan et à lui laisser avancer ses pions jusqu'à Brescia, à la suite de la bataille de Maclodio en 1427. Mais à partir des années 1430, l'efficacité des armées milanaises dirigées par un redoutable stratège, le condottiere Francesco Sforza, va changer la donne, parvenant même à faire changer Florence de camp. Mais en 1447, Philippe-Marie Visconti meurt. Milan entre alors dans une période d'incertitude.
l'oligarchie marchande met fin à la seigneurie et crée une république ambrosienne, qui dure 3 ans entre 1447 et 1450. On pense alors que Milan se convertit au modèle florento-vénitien de gouvernement civil, tandis que la plupart des cités sous domination milanaise trouvent ainsi un prétexte pour prendre leur indépendance, et que Venise en profite pour reprendre l'offensive. Le brio de Sforza va permettre de reconquérir ces villes, tout en limitant la progression vénitienne et en faisant plier le gouvernement oligarchique milanais. Après avoir assiégé la ville, il parvient à s'imposer en recours à la population qui lui offre le titre de duc en 1450. Nous voilà donc au seuil d'une étape capitale, vraiment à retenir dans l'histoire de l'Italie. La paix de Lodi en 1454. Cet événement, qui marque le début de 40 ans de paix et de prospérité, les dernières années d'indépendance de la péninsule jusqu'au Risorgimento, celles qui ont vu l'apogée artistique, culturelle et politique de l'Italie renaissante, on le verra dans le prochain et dernier épisode de la série d'Historiopolis sur l'Italie médiévale. Voilà donc pour ce 3e épisode. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à le liker, le commenter et le partager. Et à bientôt sur Historiapolis.